Bon, on était rendu dans les dialyses. Je vous ai dit qu'il y a deux sortes de dialyse. La dialyse péritonéale, puis l'hémodialyse, celle qui filtre directement le sang. La dialyse péritonéale, c'est un processus dans lequel on introduit à l'intérieur de l'abdomen un liquide qui s'appelle le dialysat. Bon, mon crayon qui écrit pas. Le dialysat, qui, lui, par osmolarité, va attirer les déchets vers l'abdomen, dans ce liquide-là, puis au bout d'un certain temps, on ressort le liquide, puis le liquide il ressort avec les déchets. C'est aussi simple que ça, là. C'est comme nettoyer quelque chose de l'intérieur. Euh, Ça fonctionne bien, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison, donc ça a quand même des gros avantages. Un des désavantages, par contre, c'est que il faut avoir un accès à l'abdomen qui est ouvert dans le fond en tout temps, une espèce de drain. Donc, on est à risque de faire des péritonites. Mais si la personne prend bien soin de son drain, puis le fait de façon adéquate, c'est quelque chose qui peut fonctionner vraiment bien. Là, au début, on va le faire plusieurs fois par jour, 4 à 6 fois dans les 24 heures, pour éventuellement être capable de mettre le liquide dans l'abdomen le soir avant de se coucher et de se réveiller le lendemain matin et de l'enlever. Donc, vous comprendrez que ça l'évite une visite à l'hôpital pour faire de l'hémodialyse, peut être branché à un appareil pendant 8 heures. Ça a vraiment sa place. Euh, Là, je pense que j'ai une image. Exactement. Alors, ça, c'est le drain que je vous parlais tout à l'heure, qui est installé, puis qui va rester là, qu'on va utiliser juste quand on met le liquide à l'intérieur de l'abdomen ou quand on ressort le liquide à l'intérieur de l'abdomen. Puis l'appareil pour le faire, ça ressemble un peu à ça. Donc, une espèce de petite pompe là, qui va envoyer le liquide dans l'abdomen. Un coup que le liquide est là, on attend, c'est débranché. Puis le lendemain matin, on le ressort. Puis le liquide qui ressort le lendemain est plein euh, de déchets que les reins ne sont pas en mesure de filtrer. Tandis que l'hémodialyse, c'est vraiment un gros appareil qui est branché au patient par un accès veineux, un accès artério-veineux. Donc, c'est pour ça qu'on a une fistule, j'en ai parlé au tout début, et qui va filtrer le sang, qui va prendre le sang du patient, l'envoyer dans la machine, le filtrer, enlever les déchets et le retourner dans le patient. On fait tout ça par un accès veineux, un accès artério-veineux, puis c'est une fistule qui est créée de façon chirurgicale, donc c'est un des désavantages, c'est qu'il faut avoir une chirurgie pour faire ça. Et puis, puis je pense j'ai une photo un petit peu plus loin, cette fistule-là est relativement apparente, c'est pas tant beau, et puis ça a tendance, ça peut bloquer. Donc on est obligé de refaire la fistule. Quand elle est bloquée et on est en attente de la refaire, on peut temporairement faire la dialyse au travers d'un cathéter central, mais vous comprendrez que les patients qui font de la dialyse sont insuffisants rénaux pour le restant de leur jour, donc on veut pas qu'il y ait un cathéter central pour le restant de leur jour. Là. Donc c'est vraiment quelque chose de temporaire. Quelque chose d'un peu plus permanent, un Porto 4, ça c'est bon pour 5 ans, si c'est bien irrigué, puis là de toute façon le patient irait en dialyse 3 fois par semaine, donc le, le Porto 4 serait irrigué 3 fois par semaine. Donc, en principe, il devrait rester bien perméable. C'est quelque chose qui est aussi euh, pensable d'utiliser. On va faire de la dialyse 3 à 4 fois par semaine. Je dirais la plupart du temps, c'est 3 fois. Ça dure quand même, le traitement comme tel dure de 3 à 4 heures, mais le temps de l'installer, le temps d'aller et de venir de l'hôpital. En tout cas, c'est une journée là, que ça prend pour faire de la dialyse en milieu hospitalier. Et voici ce que l'appareil aurait l'air. Là. Le patient, on essaye de les installer le plus confortablement possible parce que clairement, ils vont être là pour un bout de temps. Puis là, le sang est filtré au travers de la machine et retourné dans la circulation sanguine. Là, ici, je vous mets une image de ce que ça aurait l'air, une fistule artério-veineuse qu'on utiliserait pour faire la dialyse. Puis ici, là, c'est deux façons de former une fistule artério-veineuse. Puis comme je vous ai dit, ça se fait au bloc opératoire. C'est fait de façon chirurgicale et ensuite de ça, le patient peut aller faire sa dialyse avec ça. Le problème avec ça, c'est que c'est pas tant beau,
puis ça a tendance à bloquer. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait aussi le faire de façon temporaire au travers d'un cathéter veineux central. Donc, on peut avoir une jugulaire. Ici, là, c'est une jugulaire. Ici, c'est un cathéter central. Oh mon Dieu, c'est lequel celui-là? Ça doit être un Broviac, probablement. Ça pourrait se faire par Porto-4. Les Porto-4 seraient à peu près au même endroit là, sur le chest. Là. La plupart du temps, on les installe ici en quelque part. Comme je vous ai dit, le Porto-4, c'est quelque chose qui est un peu semi-permanent, je vais dire, parce que c'est bon pour 5 ans, tandis qu'un cathéter central comme ça, c'est bon pour quelques semaines, entre 6 et 12 semaines, dépendamment lequel est utilisé. Alors, là, ici, c'est un autre petit diagramme de hémodialyse. Là, ici, ça représente la machine. C'est plus gros que ça, hein, clairement, c'est beaucoup plus gros que ça. Ici, c'est juste pour montrer la dialyse péritonéale, qu'on envoie une solution dans l'abdomen, une solution propre à une osmolarité X pour attirer les déchets dedans. Et quand on le ressort, c'est le liquide qui contient en plus les déchets. La transplantation rénale, c'est quelque chose qui est relativement avantageux aussi parce que à partir du moment où on a fait un transplant rénal, on n'a plus besoin de faire de dialyse. Clairement, c'est hyper avantageux pour les gens qui font de l'hémodialyse, qui vont à l'hôpital 3-4 fois par semaine, 6 à 8 heures. C'est d'avoir cette liberté-là, c'est énorme. Ça augmente la durée de vie du patient de façon presque exponentielle, surtout si les médicaments anti-rejet sont bien pris, puis que le rein fonctionne bien. Le patient reprend presque une vie normale, là. Outre le fait qu'il doit prendre des anti-rejets, puis que ces anti-rejets-là, ça va diminuer le système immunitaire, donc ça met ces gens-là à très haut risque d'infection. Donc, c'est des gens, en temps de COVID, comme en ce moment, qui sont à haut risque, là. Les médicaments qu'ils prennent anti-rejet, ça augmente le risque de cancer aussi, parce que ça diminue le système immunitaire, puis on le sait que certains cancers sont causés par un système immunitaire qui est diminué. Donc, ça a des inconvénients aussi, la transplantation transplantation rénale. Si la greffe échoue, si le rein greffé meurt ou est rejeté, ben là, on retourne à la dialyse, aussi simple que ça. Alors, l'insuffisance rénale aiguë, je l'ai dit tout à l'heure qu'on le verrait un petit peu, parce que vous allez en voir des patients comme ça à l'hôpital. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, contrairement à l'insuffisance rénale chronique, c'est quelque chose qui apparaît rapidement comme ça. Tes reins fonctionnaient bien, puis filtraient bien hier, puis aujourd'hui, pouf, c'est fini. Il fonctionne vraiment plus bien, puis il filtre plus du tout. Tandis que le chronique, ça s'installe graduellement au fil des mois, voire au fil des années. Mais les résultats sont les mêmes. T'sais. On augmente l'azote, on augmente l'urée, on augmente la créatinine, c'est sûr et certain. La différence avec le chronique, c'est que c'est possiblement réversible. Si on trouve ce qui cause l'insuffisance rénale aiguë et qu'on traite cette cause-là, c'est réversible, puis là, on recouvre notre fonction rénale. L'autre différence, c'est que la mortalité des patients avec l'insuffisance rénale aiguë est énorme. Si on ne trouve pas la cause puis on ne soigne pas la cause, ces patients-là vont mourir, c'est sûr et certain. Ou c'est presque sûr et certain. 70 à 80% des patients. C'est énorme. Donc, 3 causes d'insuffisance rénale aiguë. On parle de pré-rénale, intra-rénale et post-rénale. Donc, vous comprendrez que pré-rénale, c'est il se passe quelque chose avant le rein. La plupart du temps, c'est une diminution du volume sanguin énorme, soit par déshydratation intense, soit par hémorragie intense. Le rein est formé de très petits vaisseaux sanguins qui ont besoin d'une quantité fixe de sang. Et si cette quantité de sang-là est trop diminuée, le rein va arrêter de fonctionner. Il va faire comme, bon, j'ai pas assez de sang à filtrer, donc je vais attendre, j'arrête de fonctionner. On voit ça souvent chez les patients qui sont déshydratés, mais là, je parle déshydratés intenses. Là, ils ont été trouvés dans le désert là, au bout d'une semaine. Là. Le premier organe qui va flancher,
c'est le rein. On va voir ça chez les patients qui ont eu un accident de voiture, hémorragie interne ou hémorragie externe intense, avec un volume sanguin résiduel très, très diminué. Le premier organe qui va arrêter de fonctionner, c'est les reins. La cause intrarénale, ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du rein qui l'empêche de fonctionner. Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est un abcès? Est-ce que c'est une grosse pierre au rein? Là, je fais grosse de même, là, comme si on peut avoir une grosse pierre au rein comme ça, mais on peut avoir une grosse pierre au rein, grosse comme mon pouce. Là. Et ça peut empêcher le rein de fonctionner. Ça peut faire une pression à l'intérieur du rein qui va faire que notre rein va arrêter de fonctionner. À partir du moment où on trouve la cause, si on est capable de régler la cause, le problème est réglé. Post-rénal, ça voudrait dire que l'urine qui est formée, elle n'est pas éliminée, elle reste prise dans la vessie. Ça peut être causé par toutes sortes de choses. Chez les messieurs, c'est souvent causé par la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate qui empêche le patient d'éliminer ses urines. Les urines s'accumulent parce que le rein, lui, va continuer à faire des urines. Mais là, la vessie s'emplit. La vessie, là, ça peut pas se gonfler à vitam aeternam. Qu'est-ce qui va arriver quand elle est trop pleine? L'urine va refouler vers les reins et causer une pression de l'intérieur. C'est ça qui va faire que les reins vont arrêter de fonctionner. Donc, si on règle le problème de prostate, on règle le problème post-rénal et notre insuffisance rénale aiguë va se régler d'elle-même. Qu'est-ce que c'est comme manifestation clinique? Ben, ça ressemble un peu à l'insuffisance rénale chronique. On parle d'oligurie, anurie. On parle de surcharge liquidienne, un pouls qui est bondissant, d'hypertension, les veines du cou qui sont distendues, la grosse édème, de la dyspnée. La laine ammoniaque, là, j'en ai parlé un petit peu tantôt, on va voir ça un peu chez les insuffisants rénales chroniques, mais on va le voir très, très rapidement au niveau des insuffisants rénales aigus. Donc, la laine qui sent l'ammoniaque, les lésions dans la bouche parce que les muqueuses ne sont pas habituées d'être en contact avec autant d'urée. Les troubles neurologiques, là, si chez l'insuffisant rénal chronique, ça s'installe de façon graduelle, chez l'insuffisant rénal aigu, ça va s'installer de façon très, très rapide. La grosse somnolence, des grosses céphalées, troubles de mémoire, c'est des patients qui vont devenir désorientés rapidement. Et ils peuvent faire des convulsions, ils peuvent tomber dans le coma. La respiration Kussmaul, on va la voir assez rapidement, là. Des signes de déshydratation, on peut avoir ça aussi. Donc, une turgescence de la peau qui va diminuer, les muqueuses qui vont être sèches. On peut voir autant des signes de surcharge que des signes de déshydratation. On va faire les examens paracliniques, pareil comme dans l'insuffisance rénale chronique. L'analyse d'urine, on va chercher des trucs qui sont pas supposés être là, puis des trucs qui sont supposés être là puis qui ne le sont pas. Au niveau des examens sanguins, clairement, là, la créate puis l'urée, c'est quelque chose qui va nous intéresser beaucoup. On va chercher est-ce que notre sodium est normal? Le potassium. Le potassium, ça va être hyper important parce que si le patient est en insuffisance rénale aiguë, le taux de potassium va monter assez rapidement, contrairement à l'insuffisance rénale chronique où ça va monter de façon graduelle. Ici, là, ça va monter hyper rapidement. Donc, ça va être très important d'être en mesure de reconnaître les manifestations cliniques de l'hyperkaliémie, le pouls qui va être irrégulier, les arythmies, les contractions musculaires qui vont être qui vont être visibles au niveau de la peau. C'est des patients qui vont avoir des gros troubles hématologiques qui vont faire de l'anémie soudainement, là, qui n'en faisaient pas avant, mais qui en font là. C'est quoi? Là, je vais arrêter la vidéo parce que j'arrive à 14 minutes puis je veux pas vous garocher ça de façon trop rapide. Là, fait que je vais revenir avec les soins infirmiers.